Les petits villages, oui, qui ont des belles églises, et il est en colère contre le gouvernement parce qu'il trouve qu'on lui a promis des choses qu'on ne lui donne pas. Et oui, et parce que là, je ne veux pas polémiquer sur le plan politique, mais là où je lui donne raison, c'est que le patrimoine, c'est sacré, c'est des traces qui sont précieuses. Et Stéphane Bern, oui, il fait des émissions qui est célèbre, carnet d'histoire, tout ça. Stéphane National. Ouais, oui, et là je comprends un peu son inquiétude en tout cas, parce que effectivement, si on commence à dire, parce qu'il paraît qu'il y a une loi qui est passée, que certains vieux quartiers vont être rasés, donc ça fait peur, parce que c'est notre. Et on y tient, moi j'y tiens en tant que Français, j'y tiens. Encore l'autre fois, j'étais allé voir la maison de mon et puis moi, une amie me disait, mais c'est quand même ce côté positif en France, c'est qu'on a un patrimoine, on le préserve pour l'instant, mais jusqu'à quand est-ce qu'on tiendra? Quand on voit des pays qui ont été rasés par la guerre, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des bâtiments modernes comme en Allemagne. Il y a encore parfois des belles choses, mais c'est beaucoup plus rare en France, parce que tout a été rasé par la Seconde Guerre mondiale. C'est l'identité aussi. Ah bah oui, c'est terrible. C'est migratoire, inquiète les gens, parce qu'ils vont perdre leur identité à moyen terme. Il n'y aura même plus des enfants pour vénérer leur mémoire. Exactement, et je peux comprendre ce souci. Je peux comprendre ce souci d'avoir besoin de ces traces historiques avec des monuments. C'est des repères. C'est des repères. Ça fait partie de la psychologie fondamentale de l'être humain. C'est des repères. Oui, des repères. En tout cas, merci pour cette intervention qui est très judicieuse. Qui d'autre veut prendre la parole? Ah, Jacques. Alors, je dirais que ne laisse pas des traces qui le veut. Tu vois, il faudrait quand même remettre les choses à leur place. Je veux laisser une trace, oui, mais bon. Il y a deux cas de figure extrêmes. D'abord, on peut toujours laisser une trace, de toute façon. Par exemple, quelqu'un qui marche sur le sable, il laisse une trace. Donc n'importe qui, simplement en marchant, en vivant, il laisse une trace. Bon, cette trace va intéresser personne. Donc on peut très bien laisser des traces qui n'intéressent personne. La question est de savoir pourquoi les traces de certaines personnes sont marquantes, sont mémorables, et les traces de 90% des gens n'ont aucun intérêt, ne sont pas mémorisées. Je crois que c'est un point qui est important. Par exemple, le fait de faire un livre, bon, qu'est-ce qui prouve que dans 10 ans, on se souviendra de votre livre? Bon, donc finalement, bon, on sait très bien, quand on va au concert, qu'il y a des gens qui ont laissé des traces. Les grands compositeurs, bon, ils ont laissé des traces, mais c'est quand même une exception, c'est une minorité. Alors, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas oublier cette question-là de... alors, à la fois, la trace est donnée à n'importe qui, puisqu'il suffit de faire n'importe quoi pour que ça soit une trace. Même à la limite, aller aux toilettes, c'est une trace. Bon, donc je veux dire que il faut quand même voir. Ou alors, il y a cette trace qui est donnée à n'importe qui, et puis là, il y a les traces qui ne sont données qu'à une élite. Donc, il y a la trace d'en bas et la trace d'en haut. La trace, celui, par exemple, l'enfant qui dessine un petit dessin et on va le garder, c'est une trace. Et après, c'est pas Van Gogh pour autant. Donc comment est-ce que vous pourriez développer cette dualité entre les traces banales, quotidiennes de tout le monde et les traces de quelques élus dont on va garder le souvenir? En écoutant votre exposé, on a l'impression que cette dualité n'est pas mise en évidence. Or, la plupart des gens qui laissent des traces, ils savent très bien que ces traces, elles sont vouées à l'oubli. Non, ça nous aurait demandé des exposés trop longs, mais tu fais bien, tu les complètes très bien. Non, mais c'est le but, hein. Il y a un débat, bien sûr, c'est un aspect auquel j'ai pensé, mais j'en ai pas parlé directement. Mais c'est venu, c'est très bien, je peux en parler. Et c'est très intéressant en plus. Effectivement, il y a une hiérarchie des traces. Il y a des traces, comme tu dis, importantes, pour un tas de raisons. Alors il y a peut-être des génies incompris qui sont passés aux oubliettes de l'histoire, qui ont fait des choses intéressantes, pour des raisons idéologiques, etc. Mais ça reste une minorité, je pense. En général, le grand chef-d'œuvre, il finit par être reconnu, pas toujours de son vivant, Van Gogh, etc. On a plein d'artistes qui ont laissé des traces magnifiques, et elles n'ont pas été reconnues tout de suite. Ou même Nietzsche, ses bouquins de son vivant, il a presque rien vendu. Et puis là aujourd'hui, il est toujours en tête des ventes de philosophie, je crois. Enfin, depuis les années 30, il a été réhabilité en quelque sorte en Allemagne, il est très vendu, très lu. Il y a plein d'exemples comme ça, effectivement. Et c'est vrai que on est obligé d'admettre qu'il y a peut-être des traces de qualité, j'aime pas le mot supérieur, mais en tout cas qui vont plus toucher les contemporains. C'est le problème de l'oubli. Il y a des gens il y a des choses, des traces oubliées, des traces qui sont mémorisées. C'est lié au problème de s'échapper. On a parlé du suicide. Vous avez aussi des grands
créateurs qui étaient tellement déçus, qui avaient conscience de leur génie et n'ayant pas atteint le génie. Peut-être que Nietzsche est devenu fou à cause de ça, hein, parce qu'il ne supportait pas son manque de succès. Hein, Manque de reconnaissance. Ah, il ne supportait pas ça. Hein. Eh oui, juste aussi, voilà, beaucoup. Eh oui, certains, et je pense que certains artistes qui se suicident, c'est aussi à cause de ça. Même Van Gogh, bon, il était schizophrène, on a son suicide, on le met au compte de sa schizophrénie. Bon, ça, sur un plan psychiatrique, évidemment, c'est pas contestable. Le schizophrène est suicidaire souvent. Mais il y a peut-être aussi sa frustration de l'échec, alors qu'il se sentait génial. Et il a rien vendu pratiquement de son vivant. Il a vendu un tableau pour un sandwich et un verre de bière. Oui, mais... Et ce tableau s'est revendu plus tard pour 150 millions de dollars. Une société japonaise. Bon. Donc si vous n'achetez pas mon livre, je me suicide. Mais c'est vrai que le créateur qui n'arrive pas à exister, à être reconnu, il peut très très mal le vivre. Quoi. Et oui, c'est un point de vue. Mais excusez-moi, je peux ajouter quelque chose qui est peut-être un peu polémique. Par exemple, souvent les femmes se plaignent qu'on n'a pas retenu leurs œuvres. Je sais pas. Alors donc il y a une sorte de frustration. Pourquoi ce que les hommes ont fait, on s'en souvient, on le perpétue, et pourquoi ce que les femmes ont fait, on l'oublie. C'est aussi une question existentielle importante. Sauf si elles mettent au monde un génie. Là, on l'oublie pas. Ah oui, d'accord, mais enfin ça... Mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez de la maman de telle... Les femmes oubliées, on dit. Oui. Les œuvres oubliées. Il y a une sorte de syndrome de l'oubli chez les femmes. Ce qu'elles ont fait, c'est oublié, c'est pas mémorisé, c'est pas célébré. Quand on va au concert, il y a 90% d'œuvres qui sont des hommes. Les grands cinéastes sont des hommes. Et donc là, il y a quand même une douleur quelque part. Donc elles ont fait quelque chose, mais ça n'a pas mérité d'être... oui, enfin... Ce que tu dis était vrai. Non, mais on ne va pas polémiquer. Priorité à... Bon, alors ça dénonce, madame. Oui, vas-y. Oui, tu voulais juste... Oui, c'était juste là-dessus, pour ne pas polémiquer et redonner. Pensons à la famille des Claudel. Hein. Eh oui. Bon, Paul Claudel était un artiste renommé. Camille était quand même dans la sculpture, mais on l'a mis quand même à peu près à la mettre chez les fous. Voilà. Donc, et après, c'est un combat qui se fait petit à petit. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein. Voilà. Alors, voilà, mais en tout cas, ça a été dit, madame. C'était juste parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai entendues là-dessus et donc là, ce qui se dit, c'est-à-dire qu'on confond souvent la trace, c'est-à-dire ce qui est laissé, et la personne. C'est-à-dire il y a l'artiste, il y a Mozart, il y a Proust. Et donc Proust ou Mozart ne sera pas oublié parce que son œuvre n'est pas oubliée. Et donc en fait, on fait une espèce de collusion entre ce qui est laissé donc, à l'humanité et l'auteur qui est vénéré, qui est tellement génial, etc. Et donc, effectivement, ça donne cette sensation qu'il y a une espèce de caste de génie et puis le commun qui est voué à rester dans l'inconnu et à ne pas laisser de traces. Si, il a laissé des traces. Mais sauf qu'en fait, tout le monde laisse des traces. C'est-à-dire qu'effectivement, en vivant, en participant à l'économie, en participant en vivant en fait, hein, en rencontrant des gens. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on laisse une trace dans sa vie, qui peut être infime, qui peut être grande. Et en fait, on n'en est pas conscient, on est rarement conscient des traces qu'on laisse. Alors quand on est auteur, et que moi je suis aussi, donc effectivement il y a une espèce de volonté comme ça, d'écrire, de laisser une trace, et c'est compliqué parce que peut-être pas est-ce que c'est pour moi, c'est très compliqué tout ça, mais c'est presque autre chose, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des génies, et d'ailleurs je pense qu'en fait on en oublie beaucoup des génies. Je pense qu'il y a des génies qui sont des génies un temps et puis on les oublie et puis ils reviennent. Donc en fait, je fais la différence entre de toute façon on laisse une trace, qu'on le veuille ou pas, en fait. C'est ce que j'ai dit. Et puis il y a cette espèce de volonté égocentrique, qui n'est pas forcément égoïste, mais qui est égocentrique parce que vouloir laisser une trace pour l'humanité, on peut se dire que ça n'est pas égoïste, mais c'est très égocentrique. Et donc finalement, il y a effectivement quelque chose de très égocentrique dans la volonté de laisser une trace,
mais quelque chose de très dérisoire parce que de toute façon, on laissera une trace. Voilà. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, Et c'est tout un peu la différence avec tous les artistes méconnus au sens, par exemple, en Occident, le droit d'auteur, c'est relativement récent. Pendant très longtemps, les gens n'ont pas signé leur œuvre, les œuvres étaient anonymes. Et il y a beaucoup d'œuvres dont on a cherché à savoir mais qui l'a écrit, c'est peut-être lui, c'est peut-être un autre, etc. En fait, c'est relativement récent de vouloir mettre son nom sur son œuvre. Il n'empêche que la trace existe, que le nom ne suit pas. Voilà. Et puis, je rajouterais, il faut distinguer, ça avait été dit plus ou moins, entre traces durables, si je puis dire, ou même éternelles, certaines, et des traces éphémères. Évidemment, tout le monde a des traces, mais il y a des traces qui durent plus ou moins longtemps. Bon, ça c'est aussi je dirais, une petite nuance qu'on peut faire. Toutes les traces, moi je rejoins un peu Jacques, toutes les traces ne se valent pas, enfin, peut-être qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, et je le crois aussi, des gens doués qui ont fait des choses très belles, et parce que c'était pas le bon moment, ou parce qu'elles étaient en opposition avec le régime, pour des raisons politiques, etc., leur talent, ou leur génie même, n'a pas été reconnu. Ça, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des penseurs, des artistes qui recherchent effectivement des œuvres inconnues, des chefs-d'œuvre inconnus qui n'ont pas été signés, comme vous dites, ou des auteurs qui n'ont pas été reconnus, alors qu'il y a des choses très belles. Je trouve que c'est pas mal ce travail d'archéologie culturelle, un peu comme ceux qui défendent le patrimoine. Il y a aussi des personnes qui vont défendre des auteurs qui ne sont pas connus, alors qu'ils sont très intéressants. Et je trouve que, en tout cas, ça manque un petit peu. Si vous prenez l'éducation nationale, c'est quand même, c'est un peu normal, la pratique, c'est un peu toujours les mêmes. On ne renouvelle pas énormément les auteurs, notamment en philosophie, où c'est un peu poussiéreux et la critique est souvent faite, mais voilà, l'argument c'est de dire oui, mais ça ferait trop de travail de tout refaire, etc. Il y a des auteurs qui mériteraient effectivement peut-être d'être un peu plus connus, mais bon, c'est l'histoire qui veut ça. Ça reste une énigme pour moi parce que parfois, c'est vrai qu'on peut lire des auteurs très connus, on peut dire ouais, bon, pourquoi ils ont tout ce succès, puis d'autres beaucoup moins connus, et on peut les trouver bien meilleurs. Je suis surpris parfois de trouver des auteurs mineurs bien meilleurs que des auteurs majeurs. Voilà. Par exemple, moi je préfère largement, il a été complètement à l'eau, je vais vous donner un exemple, pour être précis. Il y a Zola, je reconnais que Zola a eu un succès énorme, même déjà de son vivant, que c'est quand même, bon, il y a des brodeurs, c'est pas toujours passionnant à lire, quoi. Je reconnais que bon, c'est intéressant. Et puis Huysmans, J.K. Huysmans. Huysmans, je peux comprendre. Huysmans, voilà, Huysmans. Moi, je préfère ces romans et il a été complètement oublié. Un peu revu, Houellebecq en parle aussi, le réhabilite un petit peu, mais il a été complètement à l'ombre de Zola, quoi. Puis il ne se supportait pas, parce que Huysmans c'était beaucoup plus dans la spiritualité, même fascination pour le satanisme, etc. Et il a été complètement ostracisé, alors que Zola c'était au contraire le naturaliste, qui s'est imposé. Mais c'est un bon exemple, je trouve, parce qu'au niveau valeur, moi je préfère le sens, mais bon, on ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, mais l'un a eu du succès, voilà. Enfin, beaucoup moins. Je me permets d'intervenir sur ce que tu viens de dire. Bon, moi je pense que le rôle de l'éducation nationale, ce n'est pas de faire connaître les auteurs, mais de former les jeunes esprits. Oui, les jeunes esprits sont mieux formés avec les classiques ou les romantiques. Les auteurs qui vraiment ont fait leur preuve et sont passés à travers l'épreuve des générations, qui font partie de la culture, que des auteurs modernes qui ont, je veux dire, moi, bon, j'ai été dans les conseils de classe, des associations de parents d'élèves, j'ai eu 3 enfants, 6 petits-enfants, et je me suis toujours heurté à des enseignants qui considéraient que, bon, etc. Quand je leur parlais de Corneille, ils rigolaient. Ben, je suis désolé, c'est fait pour former les jeunes esprits et les jeunes caractères. C'est pas fait pour faire connaître les auteurs de l'éducation nationale. Ça viendra plus tard. Et c'est pas avec des Prévert ou des Zola ou des je ne sais pas qui qu'on forme les jeunes esprits. Je suis désolé. Il y a une méthode classique et c'est celle-là qui forme les esprits. Non, moi j'étais pas dans ce débat ancien et moderne. Oui, mais voilà, là moi j'étais pas dans le débat ancien moderne. N'importe quoi. Parmi les romantiques, les classiques, il y en a qui ont été oubliés, mais ça c'est un autre problème. Et c'était pas le problème moderne ou ancien. Même si de temps en temps transgresser un petit peu, je me souviens d'un prof de français qui avait donné le goût de la lecture à ma fille, qui n'aimait pas lire, et je l'ai vraiment remercié.
Mercier, sincèrement. Il a fait lire à sa classe Des souris et des hommes de Steinbeck au collège. C'est super. Alors c'est assez. Les auteurs contemporains. Et les élèves ont adoré parce que c'est super bien écrit. Pitié, pitié. Jan Kelevich, qui refusait d'enseigner les philosophes allemands, Oui. et qui a préféré enseigner les philosophes italiens et espagnols. Oui, parce que à cause Voilà. du nazisme, voilà. Mais quelque part, il a rendu service. Alors, Bien sûr. pas forcément d'accord ou pas d'accord avec sa démarche, c'est sa démarche qu'il faut respecter, vu ce qu'il a subi, hein, ce que les juifs ont subi. Mais du coup, il a fait connaître des auteurs qu'on n'aurait peut-être pas pu connaître autrement. Parce qu'effectivement, si vous prenez le programme de philo en France, il n'y a presque que des Allemands. Ils sont surreprésentés, quoi. Ils sont extraordinaires, etc. Moi, j'ai rien contre, mais c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas assez de place peut-être pour des Espagnols, des Italiens. Nous échappons un peu là. Oui, on fait des digressions, mais ça fait partie d'un café Tao, voilà. Voilà. Je fais mon mea culpa. C'est le gardien du temps. C'est le gardien du temps. Belle échappée, belle échappée. On s'est échappé un peu du sujet. On va rattraper le peloton. Voilà. On va revenir au sujet. C'est bien qu'il y ait parfois des ouvertures aussi. Voilà. Ou des fermetures. Non, moi je voulais rajouter quelque Oui. chose par rapport à ce que tu as dit Jean-Luc tout à l'heure. Tu as dit que l'artiste, forcément, il veut laisser une trace de créateur. Moi je suis pas d'accord avec ça. Que le créateur veut laisser une trace. Je suis pas sûre hein, que C'est pas- le oui, t'as créateur raison, ait envie de je suis pas laisser sûr. une trace. Le créateur peut avoir créé pour créer, Oui, mais pas pour être connu. Ça peut Absolument. même le déranger. C'est une nécessité de créer. Ça peut lui échapper. oui, c'est vrai. Non, tout à fait. Oui. Oui, c'est un besoin. Pour certains, c'est même une thérapie. Et ils ne vont pas chercher à être reconnus. Ça peut être une manière aussi Bah, si de on est s'échapper. on est content, mais c'est pas primordial. Oui. Bah, il y a aussi même pour il y a des écrivains qui ne cherchent pas à être publiés. Ils Voilà. ont plein de manuscrits, de bouquins dans leur tiroir, mais voilà. Pas être publiés. À partir du moment où on fait la démarche, qui est quand même compliqué d'être publié, c'est que là, on veut laisser une trace. On l'assume. Mais c'est pas toujours le cas. Pour les autres arts aussi, musiciens, peintres, etc. Des personnes qui n'arrêtent pas de peindre. Je connais des personnes qui peignent, qui ont des centaines, des milliers de tableaux chez elles et qui en vendent presque aucun. Et voilà. Du coup, il s'échapperait de la trace. Oui, de ce point de vue-là, Non. c'est de la trace. Oui. Puisque il y a la trace, mais c'est juste pour la personne elle-même et éventuellement ses enfants, ses proches, mais pas pour le grand public. Comment dire. Ouais. Tout à fait, oui.